Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de cette troisième étape du Tour de France. Et oui, un petit peu de cyclisme sur la chaîne. C'était une étape qui n'était pas facile, une étape qui nous emmenait de Binche vers Épernay. Binche est en Belgique, Épernay à côté de Reims, c'est à une vingtaine de kilomètres de Reims à peu près, Épernay. 215 km, une longue étape et surtout 60 derniers kilomètres à partir de Reims. Le passage dans Reims, il y avait 60 km très difficiles dans les vignes qui permettent de faire le champagne. Donc forcément, c'était un petit peu vallonné avec un parcours composé de côtes assez courtes mais très raides avec des forts pourcentages. Échappé le matin, je l'avais dit, échappé certainement de 4 ou 5 coureurs. On en avait 5. 4 Français, Stéphane Rossetto de la Cofidis, Paul Ourselin, Anthony Delaplace, Johan Ofredo et un Belge, Tim Willems. À 48 km de l'arrivée, Tim Willems, qui est le plus fort dans ce type de parcours vallonné, décide d'attaquer. Derrière, on avait un peloton groupé, une petite chute dans l'entrée dans Reims qui a gêné Michael Matthews et Patrick Bévin. Des crevaisons pour Romain Bardet, pour Thibaut Pinot, pour Zacharine, mais rien de très méchant. Et puis ensuite dans la côte de Mutigny, qui se situe à 15 km de l'arrivée, attaque de Julien Alaphilippe, qui ne sera jamais rejoint. Il reprendra Tim Willems, qui prend le maillot à pois. Et ensuite, Alaphilippe s'impose en solitaire du côté d'Épernay. On passe tout de suite au Français du jour. Ah, le suspense, mais qui va être le Français du jour? Incroyable, Julien Alaphilippe. Coup double, victoire d'étape maillot jaune. Il n'y a pas grand chose à dire dans l'attaque à la côte de Mutigny. Il est vraiment au-dessus, personne ne réussit à le suivre. À la côte de Mutigny, c'est Bernal qui est dans la roue directement, il ne peut pas le suivre, c'est pas le même type de coureur. Derrière Michael Woods, pareil, impossible, alors que là on est sur un puncher également. Michael Woods peut pas suivre. Fulsang n'était pas directement dans la roue. Fabio Aru avait crevé, je pense que ça aurait pu être des coureurs qui pouvaient peut-être le faire. Dan Martin était trop loin également. Nibali pouvait pas. Voilà, c'est vraiment le plus fort qui s'est imposé. Le maillot jaune en plus, parce que la Jumbo a assez mal géré l'affaire après la côte. On sentait qu'il hésitait après le sommet de la bosse à se dire j'y vais seul, j'y vais pas seul. C'est vrai que normalement il serait retrouvé avec Tim Willems. Avec Tim Willems, il aurait pu pourquoi pas tenter le coup. Là, c'est vrai que c'était dangereux. Il y va quand même, ce qui est très risqué. Il y avait encore 15 km à faire, dont du plat. Il y avait 5-6 km de plat. Il arrive quand même à s'en sortir. Il n'a pas buté dans le final. Également, les 500 derniers mètres étaient à 8% de moyenne. C'était une belle rampe sur ces 500 derniers mètres. Donc voilà, belle étape. Culotté de sa part de partir seul. Mais c'est parfois quand on prend les plus gros risques, quand on prend le risque de tout perdre, qu'on peut gagner le plus. Et c'est ce qu'il a fait. Donc chapeau Julien Alaphilippe, qui depuis le début de saison a quand même une flèche wallonne quand même, encore. Les routes blanches en Italie, il fait encore une excellente saison. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step. Attaque de Marlou. On passe aux coureurs au top, et dans les coureurs au top, on commence avec Van Avermaet. Van Avermaet, le coureur de la CCC, 4e de l'étape. Lui, c'était pas son objectif d'aller chercher Alaphilippe, c'est plutôt un coureur qui attendait le sprint. Alors que Sagan aurait peut-être pu tenter autre chose. C'est vrai qu'on a peut-être. Après, est-ce qu'il avait les jambes? C'est une autre question, parce que Sagan, depuis le début de saison, on a des doutes sur sa forme. Van Avermaet, j'avais aussi des doutes sur sa forme. J'avais quand même encore des doutes sur sa forme, malgré le numéro qu'il nous avait fait au mur de Grammont. Parce que je me disais. C'est quand même son territoire, il n'y a pas forcément énormément de pavéis, c'est surtout pas de coureurs flandriens qui avaient tenté le coup. Là, c'est vrai que sur ce terrain-là, c'est également un terrain qu'il affectionne, et il nous a montré qu'il était en grande forme avec une équipe tournée autour de lui également, donc ça aide, même si ça manquait un petit peu de monde dans le final. Et puis la Van Avermaet dans le sprint, il fait un très très beau sprint, 4e. Pourtant, j'avais dit que j'avais des doutes moi aussi sur le fait qu'il puisse encore s'imposer au sprint.
je l'avais pas vu depuis quelques temps. C'est pas un sprinter pur, hein. Van Avermaet, ça n'a jamais été le cas, mais peut-être qu'il avait perdu un petit peu de vitesse. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il fait quand même un excellent sprint dans le final, très bien placé aussi. Et voilà, il a réussi à faire une belle étape, 4e, ça va le mettre en confiance. Je pense qu'en fin de semaine, hein, du côté de Saint-Etienne, on pourrait le voir à l'attaque, Van Avermaet, dans un petit groupe. Et s'il est dans un petit groupe devant, il va falloir le lâcher parce que dans un petit groupe au sprint, il sera imbattable. Michael Matthews. Alors Michael Matthews, deuxième de la journée. Très bonne journée également de Michael Matthews qui revient un petit peu dans la bagarre pour le maillot vert, même s'il est encore assez loin de Peter Sagan qui a pour le moment une belle avance. Michael Matthews qui fait une bonne journée malgré légèrement gêné par la chute lors de l'entrée dans Reims à environ 60 km de l'arrivée. Donc il a fallu revenir. Il est revenu avec Nicolas Roche. Donc c'est là où on voit que Michael Matthews sur cette première semaine sera le leader de l'équipe, sera le leader numéro 1 de toute façon de l'équipe parce que Nicolas Roche comme Kelderman ne peuvent pas vraiment jouer le général. Puis ensuite sur le sprint, pourtant plus beaucoup de coureurs de la Sunweb, même s'ils ont essayé de rouler un petit peu pour Michael Matthews, il manquait un petit peu d'hommes dans le dernier kilomètre. Il arrive quand même à faire un très beau sprint, donc il me semble en forme malgré ce qu'il indiquait. Que oui, je travaille énormément pour Tom Dumoulin, je vais pas trop travailler le sprint. Il m'a l'air quand même plutôt rapide, Michael Matthews, après celui-là, et puis le sprint de la première étape où il était également dans le top 10. Les bonnets d'âne, un petit peu de cette étape. La Jumbo-Visma, la stratégie de la Jumbo-Visma est assez bizarre. La Jumbo-Visma devait choisir, je pense que Tennyson, on pouvait quand même le craindre qu'il passe pas parce que Mike Tennyson c'est quand même un grand gabarit, quand même plutôt un coureur qui est spécialisé pour le sprint. Je comprends pas pourquoi on s'est pas tourné entièrement sur Wout van Aert qui est vraiment bon dans ce genre de domaine. Puis j'ai surtout senti qu'en fin d'étape il manquait de personnel et c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas sur Alaphilippe, qu'ils sont obligés de temporiser un petit peu parce qu'il manquait de monde, il manquait de main d'œuvre. À partir du moment où vous avez un Kruijswijk et un Wout van Aert et un Groenewegen, vous avez forcément une équipe qui est dispersée. Et je pense qu'ils ont fait l'erreur de faire rouler Tony Martin très tôt. Or Tony Martin, on sait qu'il peut passer les côtes, on sait que c'est pas forcément le coureur le plus mauvais dans ce domaine-là, qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant dans la fin de journée. Et puis, ils ont très mal géré la fin d'étape. Je pense que après Wout van Aert n'était pas du tout dans la roue de Alaphilippe aussi. Ils sont assez loin dans la côte de Mutigny, les coureurs de la Jumbo. Or, il fallait être directement dans la roue de Alaphilippe. Il n'y avait pas 150 coureurs à contrôler pour moi dans l'étape. Il y avait lui, il y avait Alaphilippe, il y avait Fuglsang et il y avait Michael Woods. Je pense qu'ils n'ont pas choisi. Ils ont peut-être choisi Fuglsang, c'était pas la bonne roue. Mais dommage parce que il y avait de quoi mieux faire. Et puis surtout, il y avait 4 coureurs qui pouvaient prendre le maillot jaune. Et au final, ils se retrouvent deuxième au classement. Alors certes avec le maillot blanc, mais je pense que Wout van Aert pouvait s'attendre à mieux aujourd'hui. C'est dommage qu'après 2 très bonnes journées, un très bon contre-la-montre par équipe, eh bien ça se finisse un peu ces 3 premiers jours en dos de boudin parce que là ils auraient pu faire mieux aujourd'hui très clairement. Deuxième bonnet d'âne, Astana, Jakob Fuglsang. Astana pourtant on les a vus devant, vers 40 bornes de l'arrivée, ils mettent un coup de cadenas, un coup de vis devant le peloton. Là on se dit bon d'accord, Fuglsang il a une idée derrière la tête, il veut prendre les points de bonification en haut de la côte de Mutigny. Il roule très très fort jusqu'à la côte de Mutigny, puis à la côte de Mutigny t'as l'impression que ça roule plus, alors qu'ils ont roulé très très fort, mais je pense qu'ils ont roulé trop fort même dans la côte de Mutigny, ce qui fait qu'il manquait de main d'œuvre. Alors après tu te retrouves avec Lutsenko, mais Kurt Nielsen ils le font rouler sur le plat. Je pense que Kurt Nielsen il fallait le faire rouler dans la montée de la côte de Mutigny. Peut-être également que Fuglsang n'était pas dans un très grand jour, qu'il ressentait encore des petites douleurs de sa chute de lundi, même s'il me semble plutôt en forme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une capacité pour Fuglsang à reprendre un petit peu de temps, reprendre au moins des secondes de bonification. Au final, c'est pas le cas. Il y avait peut-être aussi la possibilité de chercher une belle étape. On sait que c'est quand même un coureur qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, qui a fini 3e de l'Amstel, 2e de la Flèche Wallonne, qui a été, je pense, même le meilleur sur les classiques ardennaises. Et là aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En plus il n'était pas dans la roue d'Alaphilippe, alors qu'on sait que Fuglsang, l'homme qu'il fallait qu'il contrôle c'était Alaphilippe, c'était pas forcément Woods.
Donc c'est assez étonnant leur stratégie de rouler très très fort et puis au final de se faire contrer un petit peu bêtement. Et puis on finit avec Zakharine. Zakharine qui est le grand perdant du jour, 71e. 3,51, le général c'est mort pour Zakharine. Je pense que tout le monde l'avait un peu compris. Moi j'avais déjà compris sur la feuille, avant le Tour de France, sur la feuille des participants. Je sentais que Zakharine, vu la manière dont il avait fini le Giro, ça allait être compliqué pour lui sur le Tour de France. Eh bien, ça sera très compliqué. Et donc son équipe se concentrera sur Isabelle dans cette première semaine. Nous, on se retrouve demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 4 et puis surtout demain soir pour le bilan de cette étape numéro 4. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maec Production. Ciao, ciao!